Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des fractures du scaphoïde. Du scaphoïde, de cet os qui est au niveau de la main, du poignet. C'est là d'ailleurs la fracture du poignet la plus fréquente. Alors comme à mon habitude, cette vidéo se base sur un article que j'ai écrit pour mon site de kinésithérapeute. Et comme toujours, pour écrire mes articles, je m'appuie à la fois sur mon expérience de kiné auprès de patients qui ont été atteints de cette pathologie et qui ont récupéré suite à cette pathologie, mais aussi sur des recherches approfondies dans la littérature scientifique internationale pour vous apporter des informations les plus fiables et précises possible au-delà de ma seule expérience professionnelle. Je vais répondre aux questions les plus fréquentes de mes patients et des internautes et je vous encourage à aller voir cet article encore plus complet si vous voulez avoir vraiment les chiffres précis et les sources des propos que je tiens. Alors, premièrement, donc je vais parler des fractures du scaphoïde de la main parce que il y a, c'est vrai, un autre os au niveau du pied qui s'appelait comme ça avant, mais qu'on appelle maintenant l'os naviculaire. Donc, quand on parle de fracture du scaphoïde, en général, de nos jours, on parle surtout de fractures qui se passent au niveau du poignet. Ce sont des fractures très fréquentes, relativement fréquentes en tout cas. Assez souvent, on a des symptômes assez précis. On a, à l'examen clinique, on est à peu près sûr de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde si, suite à une chute, à un accident, que vous avez une douleur au poignet et que vous consultez un professionnel dans les 24 heures, il va chercher 4 signes. Il va donc chercher une douleur dans la région du poignet et plus particulièrement du pouce. Il va vous demander si vous êtes tombé en torsion sur le poignet ou avec le poignet tendu. Il va regarder si le pouce bien, s'il y a une bonne amplitude au niveau du pouce et si elle est altérée, il va penser à une fracture du scaphoïde. Et si vous avez mal quand on bouge le pouce ou quand on s'appuie à ce niveau-là. Si vous avez tous ces signes, le professionnel de santé va sûrement vous envoyer faire une radio pour confirmer le diagnostic de fracture du scaphoïde. Parce que 100% des gens qui ont une fracture du scaphoïde ont l'ensemble de ces signes dans les 24 heures qui suivent le moment où ils se l'ont fait. Par contre, quand on fait la radio derrière, il y a à peu près un quart des personnes qui n'ont finalement pas de fracture du scaphoïde. Donc on est obligé de faire la radio pour être sûr. Si votre professionnel de santé n'a pas fait de radio, c'est qu'il a estimé qu'au regard des symptômes que vous avez, de comment se sont passées les choses, le risque de fracture du scaphoïde est peu présent. D'ailleurs, le fait qu'il y ait un œdème, un gonflement, un bleu, c'est pas un signe significatif. Vous pouvez très bien avoir un bleu, un œdème très impressionnant et même pendant plusieurs semaines sans vous être rien cassé. J'en ai d'ailleurs fait les frais il y a quelques semaines. Alors, il arrive quand même quelquefois qu'à la radio, on ne voit pas de fracture et que pour autant, les symptômes, les signes, l'examen clinique, comment se sont passées les choses, ça fait vraiment penser fortement à une fracture du scaphoïde. Dans ce cas-là, on fait d'autres examens, un scanner ou un IRM pour être sûr de ne pas passer à côté. Il y a à peu près un quart des radios qui sont faites et qui passent à côté d'une fracture du scaphoïde. Maintenant, ça ne veut pas dire que dès qu'on vous fait une radio parce que vous avez des symptômes et qu'on voit pas de fracture, il faut s'inquiéter et insister pour faire un IRM ou un scanner. Ce n'est pas forcément nécessaire parce que, comme tout examen, ça expose aussi à des effets secondaires. Donc, si les professionnels de santé n'ont pas jugé pertinent, c'est qu'a priori, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas fait d'erreur et je vous encourage à avoir plutôt confiance en leur jugement. Donc il y a d'autres choses qui peuvent provoquer des symptômes similaires. Ça peut être une tendinite, une entorse, un syndrome du canal carpien. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter qu'on soit passé à côté d'une fracture parce qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent expliquer les mêmes symptômes, qui peuvent donner les mêmes symptômes. Il y a deux grands types de traitements pour les fractures du scaphoïde, comme pour les fractures d'ailleurs en général. Il y a un traitement qu'on appelle conservateur, donc où il n'y a pas d'opération, où il y a tout simplement de la mise en repos, éventuellement de l'immobilisation, une reprise progressive des activités qui sollicitent le pouce et la main. Et l'autre traitement, plus rare en général, c'est le traitement chirurgical avec une opération par un chirurgien spécialisé, un chirurgien ou une chirurgienne orthopédiste. Et quand on fait des études pour essayer de voir si les gens récupèrent mieux avec ou sans opération, ce qu'on constate, c'est qu'a priori, il n'y a pas de différence significative dans des groupes de patients opérés pour une même fracture versus ceux qui ne sont pas opérés. Il n'y a pas de différence significative en termes de douleur ou de satisfaction vis-à-vis de la prise en charge ou de récupération fonctionnelle derrière.
En général, quand il n'y a pas d'opération, on va procéder à une immobilisation par une attelle, un plâtre, une résine. Il y a plein d'approches différentes. On n'est pas certain qu'une ait plus d'intérêt qu'un autre. En général, l'immobilisation va durer quelques semaines, 6, 8, parfois jusqu'à 12 semaines. On fait une radio de contrôle au bout d'un certain nombre de semaines pour voir si la consolidation est bien avancée et en fonction, on enlève l'attelle et on reprend progressivement la mobilité de cette zone-là. Et sinon, on prolonge encore un peu l'immobilisation. Quelles sont les complications possibles après ce type de traitement? Il y en a deux, gardez en tête qu'elles sont extrêmement rares, c'est vraiment peu probable que vous en ayez. Il y a ce qu'on appelle la pseudarthrose, c'est un retard de consolidation, vous n'arrivez pas à consolider, et ça arrive dans 2 à 5% des cas. Et puis encore plus rarement, vous pouvez avoir des raideurs, un pouce qui bouge moins bien. Mais encore une fois, c'est plutôt l'exception que la règle. Ce sont généralement des fractures qui récupèrent très bien les fractures du scaphoïde. Quand la fracture est plus importante, qu'elle est ouverte ou déplacée, une fracture déplacée, ça veut dire que les deux fragments osseux, le trait de fracture, il y a un grand espace, on va dire, entre les deux bouts d'os au niveau de là où ça s'est cassé. Et bien dans ce cas-là, parfois, les chirurgiens et chirurgiennes préfèrent recourir à une opération pour stabiliser la fracture et pour essayer d'accélérer, en tout cas de garantir mieux une consolidation. Dans ce cas-là, en général, c'est une vis qui est mise, c'est une opération qui est faite, qui est assez rapide et qui est en général aussi suivie par une période d'immobilisation, mais là encore, ça va dépendre de l'équipe médicale ou chirurgicale qui vous a pris en place. Et normalement, que vous ayez été opéré ou non, vous allez avoir un compte-rendu de consultation ou d'opération dans lesquels seront notées justement les consignes dans votre cas qu'on vous aura aussi donné oralement sur qu'est-ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire pendant cette période. Et puis en général, on vous renvoie aussi vers un ou une kiné pour qui vous explique un peu plus en détail et qui discute surtout avec vous en fait par rapport à vos propres objectifs, par rapport aussi à votre vision, votre appréciation du risque. Si vous voulez être plutôt très précautionneux ou très précautionneuse, ou au contraire, peut-être aller un petit peu plus vite, parce que voilà, c'est votre propre évaluation du bénéfice-risque de faire une rééducation plus ou moins active. Il y a aussi un peu les mêmes risques de complications, mais qui sont encore une fois extrêmement rares après une fracture du scaphoïde opérée, et notamment aussi le risque d'infection. Mais une infection, on s'en rend compte, on a en général de la fièvre, où c'est extrêmement enflé et douloureux, il y a du pus jaune qui peut sortir de la cicatrice, et il y a vraiment plusieurs de ces signes qui sont associés quand on a une infection. Est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs, qu'on soit opéré ou non, suite à une fracture du scaphoïde? C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. En fait, comme il y a eu une fracture, une lésion des os et des tissus environnants, eh bien, il y a ce qu'on appelle une inflammation. C'est-à-dire que pour que la zone blessée guérisse, eh bien, notre corps produit des substances et les emmène via des liquides du corps à l'endroit lésé. Et donc, c'est ce mécanisme d'inflammation qui permet de faire ça. Donc, c'est vraiment pour apporter tout ce qu'il faut pour guérir. Mais ces mécanismes-là peuvent faire aussi que il y a des douleurs qui sont associées à ça. Normalement, ça s'estompe au fil des jours, au fil des semaines, quoi qu'on fasse, quels que soient les médicaments, les traitements de kiné qu'on met en place, la douleur va s'estomper au fil du temps. Et il y a bien sûr certaines choses que vous pouvez faire pour soulager la douleur tant qu'elle ne part pas par elle-même. Voyez, avec votre kiné, votre médecin, au niveau des traitements médicamenteux comme non médicamenteux que vous pouvez mettre en place dans votre cas. Notamment, trouver une position confortable, bien se caler avec des coussins, respecter le repos, mais quand même rester actif, respecter le repos, on va dire, de la zone lésée sans trop la solliciter, mais rester actif, bouger, marcher, se changer les idées, ce sont des choses toutes bêtes, assez faciles normalement à mettre en place et qui permettent de soulager un peu les douleurs sans forcément chercher à faire quelque chose, un geste spécifique comme du massage, du froid ou de l'électrothérapie sur la zone. Combien de temps on met à consolider, à ce que nos os soient vraiment réparés? Bien sûr, il y a plein de facteurs qui font que ça va aller plus ou moins vite chez certaines personnes.
En moyenne, on est autour des 2 mois pour une fracture du scaphoïde, donc un peu plus long que pour d'autres parties du corps, parce que c'est un petit os qui est localisé à un endroit du corps où on a beaucoup de mobilité, ce qui fait que ça dure un peu plus longtemps, mais ça reste bien sûr des délais raisonnables, 2 mois ramenés à toute une vie. Enfin, c'est une question qu'on se pose souvent les sportifs et les sportives, c'est au bout de combien de temps je vais pouvoir reprendre le sport, et est-ce que je vais pouvoir reprendre, et est-ce que je vais pouvoir reprendre au même niveau qu'avant. Comme c'est une fracture qui est quand même assez fréquente, on a des données là-dessus. Il y a 90% des gens qui n'ont pas été opérés qui reprennent le sport comme avant. 88% précisément à l'intensité d'avant, et en moyenne c'est au bout de 14 semaines, soit je fais le calcul, un peu plus de 3 mois pour la reprise du sport. Bien évidemment, le critère c'est de le faire progressivement. Ça va mieux, vous n'allez pas du jour au lendemain reprendre des entraînements par exemple de tennis ou de boxe au niveau, à l'intensité, à la fréquence et avec des durées de séance comme avant. L'idée, comme toujours, c'est de faire quelque chose de progressif. Et les professionnels de santé sont là pour vous guider si vous n'arrivez pas par vous-même à identifier le bon dosage, la bonne fréquence, la bonne intensité, la bonne durée des séances et d'une reprise. Chez les personnes opérées, 98% reprennent le sport, 94% à leur niveau d'avant, et le délai moyen est moins élevé, il est de 7 semaines. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est plus intéressant du coup de se faire opérer, vu qu'on reprend, il y a encore plus de gens qui reprennent, et on reprend plus vite. Mais il y a ce qu'on appelle un facteur de confusion. C'est que souvent les gens qui sont opérés, c'est des gens qui sont à la base très sportifs, parce que les fractures du scaphoïde sont d'autant plus fréquentes dans cette population-là, et plus graves aussi. Et du coup, en fait, c'est tout simplement les gens plus sportifs qui sont opérés, et du coup, c'est pas forcément lié au fait qu'ils étaient opérés, qu'ils aient récupéré plus vite, parce que les études qui essaient d'évaluer ça justement montrent qu'a priori, il n'y a pas de différence. C'est juste lié, on va dire, à leur niveau d'activité physique avant et leur état général qui est meilleur, et qui donc fait que on a ces statistiques où les gens récupèrent plus vite quand ils ont été opérés. C'est pas lié forcément à l'opération. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se demandent quel exercice faut que je fasse pour bien récupérer, quand est-ce que je commence la rééducation, etc. Alors globalement, en général, si vous avez été opéré, vous aurez des séances de kinésithérapie prescrites systématiquement. Si vous n'avez pas été opéré, en général aussi, quand on vous enlève l'immobilisation, vous avez aussi une indication pour des séances de kiné. Si vous n'avez pas eu d'immobilisation, ça arrive aussi qu'on ait une prescription pour des séances de kiné en France. Donc là, bien sûr, ça sera le ou la kiné qui vous prend en charge, qui fera un bilan en fait avec vous pour voir exactement où vous en êtes, qui vous posera des questions pour savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui est important pour vous professionnellement au niveau du sport, et qui mettra en place des exercices spécifiques adaptés à votre cas, en sachant que le rôle d'un ou d'une kiné, c'est pas forcément de vous montrer le ou les bons exercices à faire pour vous, c'est plutôt, parce qu'il n'y a pas d'exercice miracle, d'exercice qu'il faut faire absolument pour être sûr de bien récupérer. En gros, c'est vous aider en fait à mettre en place dans votre quotidien des principes de rééducation adaptés à votre situation, et pas forcément des exercices spécifiques. Et ça va être par exemple, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas avec votre membre supérieur dans les gestes du quotidien, vous encourager à continuer une activité physique adaptée, répondre à vos questions, vous rassurer. Tout ça, c'est de la kinésithérapie. La kinésithérapie consiste pas forcément juste à vous donner des exercices, vous masser, et il y a, voilà, en tout cas moi c'est l'approche que j'encourage, c'est celle où on est un rôle d'accompagnant, de réassurance thérapeutique, on répond à vos questions, mais en fait vous allez récupérer par vous-même, à condition de faire ça progressivement et de rester le plus actif possible. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos principales questions sur le sujet. J'ai fait une autre vidéo plus générale sur les fractures du poignet, je vous mets le lien ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire dessous, j'y répondrai avec grand plaisir.